Madame, Monsieur, bonsoir. Je souris parce que nous avons des pré-émissions au cours desquelles Nadia, bonjour, bonsoir. Monsieur Galion, François Santille, Monsieur Marajo, bonsoir. Ils font une émission, je continue ma phrase, c'était une parenthèse. Ils font une émission où ils me disent des choses que je ne peux pas vous dire. Mais ça me frustre parce que c'est tellement intéressant. Enfin bon, on peut pas, parce que la presse n'est pas le Milan. Est-ce ça, messieurs? Ça va bien? Ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. La presse, c'est quelque chose de fondé, de raisonnable, c'est l'information carrée, telle que par exemple, tout d'abord, mes remerciements à Giovanni Hichelman et Manuela Montlouis, tous deux respectivement, l'un technicien dans le nodal, l'autre directrice de publication. Ah non, de publication, c'est dans la presse écrite. Non, on va dire de production. Et que je ne salue jamais, mais qui sont les ouvriers, les bons ouvriers qui nous permettent de faire cette émission. Alors, ministère de l'Intérieur, 100 000 manifestants ont défilé dans tout le pays. Vous aurez compris que je parle du 1er mai. La CGT, 210 000. Pas le double, hein, le double plus 10 000, dont 65 000 à Paris, 15 500 dans le ministère, et FO, FSU et solidaire, unis contre le pacte de responsabilité, CFDT et UNSA sur le thème de l'Europe. Mais l'adhésion ne signifie pas la guerre syndicale, ils vont se retrouver en un front commun le 15 mai pour la protection des fonctionnaires. Ma question est la suivante. Si un institut, est-ce que ça aura une fonction? Monsieur Chiffre, qui regarde son appareil, est-ce qu'un institut pourrait pas, un institut neutre, ne pourrait pas donner un chiffre réel pour qu'on sache? D'abord, est-ce que ça vaut le coup de savoir réellement combien de manifestants il y a eu? Puis à quoi ça sert de manifester? On ne peut pas aller très loin dans le dénigrement de ces manifestations. Non, je pense qu'une manifestation devient un élément de régulation démocratique à partir du moment où elle est régulière, où son mouvement est régulier et où il atteint une ampleur qui est visible par monsieur tout le monde. Donc on se rappelle, prenons un exemple, 2009 par exemple, que tous les jours, quasiment tous les jours, il y ait entre 10 000 et parfois 30 000 personnes qui défilent, ça s'est vu, on n'avait pas besoin de compter. Ça comptait. Ouais, ça comptait. Et ça a fait bouger un certain nombre de choses. Mais là, une manifestation de 100 000 personnes, pour une population de 63 millions d'habitants, c'est pas une manif. Ça fait de la peine. C'est un rassemblement. Oui, Gabriel. 1er mai, est-ce qu'il faut continuer? Il faut continuer, puisque c'est une date symbolique d'un symbolisme fondamental. Mais que ça se transforme en petite promenade comme ça, Bastille Nation avec 100 000 personnes, et que ça a un sens encore? Est-ce que ça a une efficacité? Ben, si ça n'a pas d'efficacité, autant supprimer le 1er mai. Mais ils ne le font jamais. Bon, on ne va pas supprimer le 1er mai, ça existe, c'est inscrit et c'est l'une des fêtes qui est rarement fêtée dans le monde entier. En plus. Donc ça c'est une chose. La bataille des chiffres, il ne faut pas oublier. La bataille des chiffres n'a de sens dans la mesure où il n'y a pas eu de défilé unitaire. Bon. C'est un rendez-vous traditionnel et c'est la bataille des chiffres est un rendez-vous traditionnel aussi. Bon. Oui. La seule chose qu'on remarque, c'est que cette fois-ci, la différence entre les chiffres avancés par l'organisation syndicale principale et la préfecture de police, eh bien, quelque part, ça se ressemble. Donc en fait, on va dire que tous les deux se rapprochent de la vérité. On est à près de 200 000 personnes qui ont défilé dans Paris. Mais tous les organisations syndicales défilant, ça a un sens, parce que c'est le 1er mai, mais ça aura plus de sens le 15. Ceci étant, la vraie question, est-ce que la manifestation avec ce nombre revendiqué ou ce nombre réel va faire bouger les lignes politiques que le gouvernement a commencé à décider? Est-ce que le gouvernement écoute ça? Nadia, ton opinion? 1er mai, une symbolique. Comme Gabriel disait, la symbolique de la guerre des chiffres aussi. Mais finalement, le 1er mai, il s'inscrit dans en termes de manifestation, c'est une manifestation, celle qu'on aura de toutes les façons dans l'année, mais il y en a tellement d'autres que voilà, il y a celle-là aussi. Donc pas beaucoup de personnes, comme disait Eddy, à l'échelle, mais des personnes qui continuent de marquer le coup parce qu'il y a matière justement à marquer le coup. L'ancienne directrice générale des services du Conseil général est passée devant le tribunal correctionnel. Elle était poursuivie pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics, ça c'était au pénal. Je vous rappelle que le tribunal, on va tout de suite à la solution pénale. Le tribunal n'a pas retenu les charges qui pesaient sur Frédéric Fanon. Je vous rappelle rapidement sa bataille judiciaire, parce que c'est véritablement un chemin de croix. Elle a été dénoncée
de façon anonyme auprès du procureur de la République et auprès de garde des Sceaux pour l'utilisation à des fins personnels d'une femme de ménage qui a été détachée par le département pour l'entretien de sa maison de fonction. Voilà, on n'a pas très bien compris l'inculpation, puisque bon, c'était ça. Bon, en tous les cas, je continue. Donc le 25 octobre 2008, elle est placée, 2008, on est en 2014, elle est placée en garde à vue. Elle a entamé une série de procédures relatives à son contrat de travail, puisque en juillet 2011, la responsable de l'exécutif la licencie. Le 26 octobre 2012, le tribunal administratif de Basse-Terre, qui a été délocalisé, a jugé illégal le licenciement. Ça a été confirmé par la Cour d'appel administrative de Bordeaux, qui a confirmé ce jugement du TA. Parallèlement, il y avait une procédure financière de la Cour régionale des comptes qui, en septembre 2010, la Chambre régionale des comptes, pardon, qui estime que la dépense n'est pas justifiée, qu'elle est donc gestionnaire de fait. Alors, il y a une requalification par la Cour des comptes, qui est la juridiction qui vient après au-dessus. Bon, je ne vais pas rentrer dans un débat technique, mais qui quand même confirme la dette, l'endettement. Le Conseil d'État infirme tout ça, et puis même démolit totalement cette analyse financière. Au pénal, le tribunal correctionnel, cette semaine, a décidé que les délibérations du Conseil général, les décisions de ces différentes juridictions l'exonéraient au pénal de toute responsabilité et l'a relaxé. Voilà. Il a précisé que Claude Lise a été entendu comme témoin. Il a expliqué qu'il y avait 4 personnes à son arrivée au service du directeur général des services. C'était M. Fouche, je crois. Peu importe. Non, et que lui a décidé en 97 de réduire ces 4 personnes à 2. Et son témoignage n'est pas l'essentiel de l'affaire. Je ne suis pas la peine d'entrer dans le détail. En tous les cas, le ministère public a estimé qu'elle ne remet pas en cause les décisions qui ont été prononcées, qu'il n'y a pas d'assise, qu'il n'y a pas de base à la poursuite, et que par là même, elle se remet à la sagesse du tribunal. Et comme je vous l'ai déjà dit, le tribunal a prononcé la relaxe de Mme Frédérique Fanon, qui se retrouve lavée de toute opprobre, de toute faute. Voilà. 6 ans. Voilà. C'est un retournement assez spectaculaire du parquet, puisque c'est le parquet qui avait pris l'initiative. Au pénal, oui, la garde à vue et tout. Donc le parquet est revenu sur sa décision. Oui, à partir des décisions qui ont été prononcées. Ouais. Bon, en tout cas, c'est une sacrée revanche pour Mme Fanon par rapport à un règlement de compte qui était essentiellement politique. Mme Fanon a été victime d'un règlement politique pur et dur entre 2 camps. Le camp Martinique Nouvelle d'un côté, le camp RDM de l'autre. Victime expiatoire de cette espèce de truc ridicule où on règle ses comptes à travers des administratifs, ce qui est pire. Bon, un élu, bon, c'est classique, c'est assez classique, ça se voit tous les jours, mais un administratif, belle victoire et chapeau. Parce que c'est une dame qui a enduré des choses assez terribles sur le plan familial, sur le plan personnel. C'est ça. Et nous qui sommes déjà passés par là, n'est-ce pas, monsieur le directeur de publication, entre guillemets, savons ce que ça veut dire de se faire condamner avant d'être condamné. Oui, voilà. Par l'opinion publique. Par l'opinion publique, par les médias, par tout le monde en fait. Hein. Monsieur Gallion. La chose qui est intéressante à noter, c'est que si le ministère public finalement se réfère et se réfugie derrière la sagesse du tribunal, c'est que les décisions prises par les instances administratives, notamment le Conseil d'État, faisaient, comme on dit de manière dans un jargon législatif, faisaient tomber les charges au pénal. Les charges au pénal s'appuyaient sur quoi? Sur un détournement de fonds publics. Et alors que le Conseil d'État, qui est la juridiction suprême en matière administrative et en matière financière, avait reconnu qu'il n'y avait aucun détournement de fonds publics et que par conséquent, elle ne pouvait pas être reconnue comme comptable de fait pour pouvoir utiliser des fonds publics, la charge pénale ne tenait plus. Ça, c'est le premier élément. Ce qui est à noter, c'est que la Chambre, je reste pour le moment sur le volet financier administratif.
La Chambre régionale des comptes, qui est la juridiction qui est censée vérifier l'utilisation des fonds publics par une collectivité, a estimé que le fait qu'il y ait un agent du Conseil général mis à la disposition du directeur général ou la directrice générale des services en l'occurrence, et que cet agent était détourné de sa fonction et du travail qu'il avait à faire, puisqu'il faisait un travail qui n'était pas celui sur lequel il y avait compétence et reconnaissance à fiche de poste. Que de ce fait, il y avait détournement de fonds publics. Qu'il y avait que de ce fait que Mme Fanon devenait comptable de fait, puisque étant directrice générale des services, c'est elle-même qui s'était attribuée, etc. Et que la Cour des comptes n'infirme pas la décision prise par la Chambre régionale des comptes. Et requalifie. Elle requalifie, mais maintient toujours le principe de La gestion de fait. Et c'est le Conseil d'État qui, lui, dit que tout ça, c'est la rigolade. Il le dit pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a une assimilation aux fonctions, avantages et charges dévolues au directeur général des services du conseil départemental, du conseil général, équivalent aux avantages, charges et autres dévolus à un sous-préfet, secrétaire général de préfecture. La question, c'est là que le Conseil d'État a fait lever tous les doutes, parce qu'il estimait que non, c'était deux éléments qui accompagnaient la fonction, et que de plus, il y avait une délibération antérieure du Conseil général qui attestait que oui, avant son recrutement, avant son recrutement, que oui, le directeur général de service avait droit à un certain nombre d'avantages, dont ceci. Il aurait pu faire remarquer que si la délibération première prise du temps de Émile Maurice, donnant au directeur général des services un certain nombre d'avantages, dont 4 personnes, et que le Conseil général, reprenant une délibération sous la présidence de Claude Lise, réduit ce nombre de 4 à 2, il aurait pu faire remarquer comment se fait-il que... Dès lors que cette délibération atteste que l'avantage existe, il est évident que là, le Conseil d'État a statué en disant qu'il n'y a pas de comptable de fait, il n'y a pas de détournement de fonds publics. Et par conséquent, le pénal tombait. Les interrogations, c'est comment se fait-il que la juridiction suprême, qui est le Conseil d'État, retienne cela et s'appuie là-dessus, alors que les juridictions inférieures n'ont pas voulu l'entendre? Et que vous me direz, c'est normal, elles sont inférieures par rapport aux supérieures. Ouais. Ou bien c'est l'homme local. Ou c'est local. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, des fois, il faut peut-être rappeler le droit, rappeler tout l'environnement du droit pour que les choses deviennent claires, nettes et précises. Cela veut dire que le directeur général actuel des services, s'il n'a pas ses avantages, il a droit à ses avantages et on ne pourra pas le poursuivre parce qu'il a ses avantages. Voilà. Même sans délibération. Exactement. Deux précisions, deux choses qui sont frappantes dans ce dossier. Je me suis un petit peu intéressé, c'est que le dossier a été transmis à la Cour des comptes incomplet. Mais c'est pourquoi, il a fallu le compléter. Bon, anecdote, vous me direz, mais ça explique peut-être la façon dont ça a été jugé sur le plan local. Et puis, le Conseil général devait délibérer sur la nature publique de la dette, de la dépense, et en principe, les prévisions chiffrées du vote faisaient que ce vote aurait dû être favorable à Mme Fanon et que, malencontreusement, l'un des élus est resté bloqué avec la procuration qui avait été donnée pour voter en faveur de Mme Fanon. Bon, point. Anecdote, c'est fini, elle est sortie vainqueur. La femme maintenant, je m'adresse à la femme. Alors. Je parlerai en tant que citoyen. Oui, en tant que citoyenne. Citoyen lambda qui, du jour au lendemain, a tout ça qui lui tombe dessus, même si Mme Fanon avait un poste à responsabilité, donc directeur général des services, c'est pas n'importe quoi. Mais 6 ans de sa vie, brutalement, enfin, du jour au lendemain, tout s'effondre. Et pendant 6 ans, livrer bataille, je trouve ça vraiment terrible. Et aujourd'hui, je pense qu'elle doit se dire un grand ouf de soulagement, parce qu'enfin, ça s'est terminé. Mais est-ce qu'elle est sortie de ça indemne? Indemne, non. C'est évident que non. Comment on lui souhaitait? Que lui souhaites-tu, à ta citoyenne martiniquaise combattante? Qu'elle rentre dans l'arène du combat. Qu'elle aille plus loin. Non, qu'elle aille plus loin. Elle est déjà. Elle a la carapace, elle est aguerrie. Non pas parce que. Elle a eu son bizutage, tu veux dire? Ah non, mais ça c'est rien. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que tous les gens qui sont autour d'elle méritent qu'elle se batte pour eux. C'est-à-dire qu'elle s'est battue pour elle et pour sa famille. Mais il y a tous les gens
Moi, je pense que quelqu'un comme ça est symbolique du combat qu'il faut mener. Il faut croire en la justice, c'est clair, puisque c'est quand même la justice qui lui a rendu justice. Qui lui a rendu justice, qui l'a enlevé de ce cauchemar. Ouais. Mais surtout, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin en disant aux gens qui mettent les autres dans ce genre de situation que le combat n'est pas fini contre eux. C'est ça, c'est dire aux gens, vous n'allez pas avoir la paix. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, mais combat n'a pas fini. Actuellement, nous avons fini en les autres. Voilà, c'est ça qu'il faut souhaiter. Sinon, ça s'arrêtera. Sinon, ça s'arrêtera jamais. Il faut que les gens aient peur. Voilà. Il faut que les gens aient peur des conséquences d'actes qui sont totalement frauduleux. C'est ça qui est frauduleux. Et donc, pas seulement ridicule. Parce que le ridicule ne tue pas. Le ridicule ne tue pas. Frauduleux, c'est-à-dire tu montes un truc de toute pièce pour tuer quelqu'un. Décaler une femme. Alors que c'est pas elle que tu vises. C'est pas elle que tu vises, quoi. Mais ça fait chouille. Voilà, on va péter ce truc-là, mais derrière, on vise des hommes politiques ou des femmes politiques, etc. Ça, c'est un vrai scandale. Monsieur l'observateur de la réalité martiniquaise, demain, qu'est-ce qu'il faut faire pour une femme comme ça? Toi qui... Bon, attendez, moi je ne vais pas entrer dans ce discours, péter, tuer, etc. D'abord parce que c'est pas ton langage. C'est pas le langage de Gabriel Gagnon. Tu as raison. J'acquiesce. En privé, c'est notre bagaille, mais en public, il y a quand même ça. Voilà. C'est pour ça qu'on n'est pas pareil. Il dit, on va pas énumérer tout ce qui nous différencie. On va certainement nous regarder, qui va rigoler, mais allez, on va au sérieux. Du fait qu'il y a eu ce licenciement qui n'est pas reconnu comme valable, donc qui devient abusif quelque part. Il faut réparer ça. Il y aurait réparation. Bon. Réparation, c'est indemnité. Voilà. Collectivité, logiquement, approvisionnée, parce que quand on respecte les règles du droit public et de la finance publique, quand vous avez un contentieux, vous devez faire des prévisions en cas. Donc il y aura ça. Est-ce que cela veut dire qu'elle sera réhabilitée dans sa fonction? Là, c'est non. Est-ce qu'elle le souhaitait? Non. Non, mais c'est... Non. Son statut il y a un moment, il faut revenir à la réalité. Oui. Il y a eu cette affaire, elle a été licenciée. Il y a eu... Elle est réhabilitée. Le licenciement n'est pas reconnu comme valable. Elle est dans une indemnité. Va-t-elle être réintégrée? Non, puisqu'il y a un aspect politique. N'oublions pas une chose, mis à part ce que la personne a eu à supporter. Mis à part la charge qui a été importante et qui finalement a été levée, dont la justice a estimé le non fondé. On est sur un dossier politique. Frédéric Fanon a été directeur général du Conseil général sous la présidence de Claude Lise pendant pas mal de temps. Arrive une nouvelle majorité. Cette nouvelle majorité, même si le directeur général des services n'est pas un agent politique puisque n'est pas membre de cabinet, mais est un responsable de l'administration générale de la collectivité, il se trouve que nous connaissons les us et coutumes de la politique. Un directeur général de service est placé par un homme politique. Cet homme politique n'est plus là. Celui qui arrive, l'homme ou femme, peu importe, quand je dis l'homme, je dis H, maximum, arrive. Il est un peu dans la normalité du fonctionnement des institutions que ce nouvel exécutif arrivant fasse appel à un autre exécutant administratif. Mais de cette manière? On peut dénoncer la méthode, mais la méthode, aussi inexplicable ou inadmissible puisse-t-elle être, elle ne justifie pas que la pratique et le mode de fonctionnement des institutions est ce qu'il est. Vous me direz, il n'y a pas de raison. Mais pourquoi voulez-vous qu'on fasse, par cet exemple du Conseil général, quelque chose d'exceptionnel par rapport à une règle générale et commune et admise par tous? Ce qui n'a pas été admissible, ce qui n'est pas forcément admissible, c'est la brutalité des décisions et des événements. Ça se passe toujours dans la durée. Frédéric Fanon a été licencié, rappelons-nous, que quelques mois après l'arrivée de Mme Manin. Mme Manin s'est appuyée sur cette affaire parce qu'elle estimait qu'à partir du moment où il y avait ces procédures engagées tant pénales qu'au plan administratif, ben oui, elle ne pouvait pas. Et qu'il y avait une reconnaissance par les charges du ministère public, tant pénal que par la Chambre régionale des comptes, elle ne pouvait pas se garder à travailler avec ce responsable administratif. Maintenant, les choses sont réglées, sont claires et nettes, mais il n'empêche que politiquement, nous ne sommes pas sur les mêmes choses. Il y a un directeur général qui est en place, qui lui, comme directeur général, il n'y a pas plus de directeur général que lui. On ne l'entend pas
On le voit à peine, mais il est dans son bureau, il fait son boulot. Est-ce là un directeur général? Parce que si Frédéric Fanon, en réalité, on va peut-être remonter à très, si Frédéric Fanon a eu, il y a une dénonciation anonyme. Oui, au parquet et au garde des Sceaux. Au parquet. Garde des Sceaux, au parquet. Bon. Il y a une dénonciation anonyme. Elle a été interrogée en garde à vue. Oui. L'agent qui, lui, était la cause de, a été interrogé. Et c'est en fonction de ces réponses qu'on a, après, interrogé et qu'on a chargé, on va dire, Frédéric Fanon. Bon, là, la politique s'est mêlée. Mais il n'empêche que beaucoup de personnes se demandaient, mais est-ce normal qu'un directeur général doit un personnel de service dans sa maison de fonction? D'autant que la charge de travail, je le rappelle, était un poste, vous avez un poste, et il s'est avéré qu'en interrogeant cet agent, ce poste était élargi à d'autres fonctions. On est sur les finances publiques. C'est ça d'où a été retenu par le parquet ce détournement de fonds publics. Ou la fête des comptables de fait, puisque vous étiez directeur général, on ne va pas remonter toute l'affaire, mais ce sont des éléments juridiques qui sont intéressants pour les juristes et pour les observateurs qui doivent faire un travail sérieux, de prendre en compte, de regarder, parce que finalement la décision et la validité ou pas, la validité ou pas des décisions, ou la justification des charges de travail et des avantages ne sont précisées que par les juridictions adéquates. C'est pas au kidam dans la rue, au kidam qui écrit, de dire ce qui est bon, pas bon. Oui. Une certaine neutralité à garder de ce genre d'affaires. Oui. Bon, aujourd'hui, c'est évident que Frédéric Fanon, elle va rentrer dans ses droits, elle est réhabilitée. Oui. Elle pourra faire valoir une candidature à un poste équivalent sur une autre collectivité. Si elle postule et dit au Conseil général, vous devez me réintégrer, le Conseil général peut, oui, la réintégrer, mais pas au poste de directeur général, parce qu'il y en a déjà un poste, qu'à ce moment, on peut réintégrer à un poste équivalent. Mais moi, je retiendrai quand même ce que disait Eddy, c'est que lorsqu'on est fonctionnaire territorial et qu'il y a un changement d'autorité, de gouvernance, que le spoil système non officiel, non reconnu, qui dans la pratique se fait, ne doit pas entraîner une chasse à courre. Gérard, on ne va pas jouer les hypocrites entre nous. Non, pas à ce point-là, pas à ce niveau-là. Il faut être d'accord sur ça quand même. Un fonctionnaire doit rester neutre. D'accord? Oui. Pas la peine de le développer. Merci. Oui, si on veut. Non, mais oui, un fonctionnaire doit rester neutre. Un fonctionnaire doit rester neutre. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc, un fonctionnaire doit rester neutre, mais ça n'empêche pas, aussi neutre soit-il, ça n'empêche pas qu'à ce niveau de responsabilité, on regarde dans tous les postes, il y a des changements. Ce que j'ai dit. Il y a brutalité de décision, c'est une chose, mais le changement est une pratique courante. Non, au-delà, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il ne s'agit pas de brutalité. On peut être brutal, on peut licencier quelqu'un. Oui, votre statut en plus, son statut ne lui donnait pas la pérennité de son poste. Le licenciement forme partie de la brutalité. Non, parce qu'elle était directrice générale, on aurait pu la déplacer autre part. Gabriel, c'est pas de la brutalité. C'est pas de la brutalité, c'est de la malhonnêteté. Oui. C'est ça la différence. C'est ton opinion. Non, c'est pas mon opinion, puisque la justice vient de dire que. Non, attends, Gabriel. J'ai développé quelque chose. Tu estimes que c'est une malhonnêteté, c'est d'accord? Oui. Nous ne pas qu'entrer dans un débat. Non. Attends, moi, je ne suis pas dans un débat. Gabriel, je ne suis pas dans un débat. Ne fais pas dire ce que toi, tu as voulu dire. Non, je ne suis pas dans un débat. Je dis la chose suivante. Ce n'est pas de la brutalité, c'est de la malhonnêteté. La brutalité est acceptable. En démocratie, elle est acceptable. Ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire, il y a un nouveau pouvoir qui arrive, politique. Ce pouvoir ne peut pas ou peu, c'est pas grave, ne s'entend pas avec... Une parenthèse, pour appeler un chat, tu as été le bras droit de monsieur Lise, tu as participé à ses campagnes politiques, je ne peux pas t'avoir près de moi, ton statut ne pas de te garder, on arrête là. C'est évident. Mais on ne prend pas un canon, un bazooka comme ça. On prend pas un débat, il a fait, il y a écrit en justice, c'est clair. Mais il ne faut pas que ça se reproduise. Non, mais l'idée c'est qu'il ne faut pas que ça se reproduise. Il ne faut pas que ça se reproduise. Quoi? Parce que l'utilisation malhonnête et fausse et fallacieuse d'arguments pour l'instrumentaliser, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il y a des affaires. Oui, il y en a eu plusieurs. Est-ce que ces affaires ont été devant une juridiction? Non, oui, il y en a eu plusieurs. Je vais te rappeler plusieurs affaires. C'est ça le problème, c'est qu'en Martinique, la SAPIZ, ok?
La SAPIS a eu exactement la même problématique. Même schéma. Il y a eu des gens qui ont été condamnés, on est revenu, on les a relaxés alors que le type, il a été éliminé de son poste et c'était une manipulation politique. Et oui, à la CACEM, il y a eu ces problématiques. À l'Espace Sud, il y a eu ces problématiques. Dans plusieurs municipalités, notamment aux Anses d'Arlay, il y a eu ce type de problématiques, mais pas qu'aux Anses d'Arlay. Il y en a eu partout. Ok. Donc, il faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Faut pas toucher aux administratifs. Voilà. Il ne faut pas toucher. On a le droit de licencier, pas licencier, oui. Mettre terme à leur contrat. Voilà, mettre terme au contrat. Mais c'est normal, c'est légal, ouais. C'est légal. Et on n'a pas à justifier. On n'a pas à justifier. On remet à la disposition du CDG, en fait, de l'instance qui gère la territoriale, en fait, les agents. On le remet le fonctionnaire à disposition. On lui dit, madame, votre contrat, merci, au revoir. Mais on n'utilise pas des faux. C'est clair, des faux, pour briser la vie des gens. Et Madame Fanon n'est pas la seule à avoir subi ça. Il faut qu'en Martinique, ça s'arrête. Point. Ok, bon, on a bien débattu. La Martinique exceptionnelle, non, mais on ne peut pas les dire Martinique. On ne peut pas les dire Martinique. La Martinique n'est pas exceptionnelle. On ne peut pas les dire Martinique. Ça nous concerne. Ça nous concerne et ça impacte la vie des gens. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Le cas dit, bon, nous avons fait ça. Mais nous avons fait ça. Au cas pété moral moun, au cas détruit. Et puis les gens ont des enfants, ils ont des parents, ils ont des trucs. Alors que, qui paye ça maintenant? Qui paye? Qui va payer? On s'est rendu compte que tout ça... La collectivité va payer, mais parce qu'elle n'a pas travaillé pendant ce temps-là, il faudra rembourser Pôle emploi, parce que j'avais versé une partie de son salaire. Oui, d'accord, mais ça c'est du fric pour verser à quelqu'un. Ouais. Mais tout l'impact autour, qui va payer? Ouais. Ah oui, personne. Ah oui, le préjudice moral, Théoriquement, il devrait avoir un truc assez sympathique, c'est-à-dire que quand vous avez instrumentalisé tout ça et qu'on a constaté que vous aviez globalement monté tout ça, c'est la personne qui a monté tout ça qui devrait normalement. La décision de cassation qui a définitivement jugé Conseil d'État, oui, c'est de cassation, en Conseil d'État, qui a jugé le licenciement illégal, a ordonné la réintégration, elle n'a pas été réintégrée, a ordonné le versement de dommages-intérêts compte tenu du préjudice qu'elle avait déjà subi. Et malgré tout, on n'a pas fait quelque chose, on n'a pas fait un protocole pour la mettre assise là. Ils ont continué à pousser jusqu'au bout. Cet acharnement n'est plus administratif, n'est plus politique. Il n'est plus politique au sens où on disait. Je ne vais pas rentrer dans ce... N'entre pas. On en sort. Valls décroche un vote sans passion et des abstentions. Valls assume le réformisme et la social-démocratie, ce qui fait M. Jérôme Guège. Il monte, il a, socialiste qui a voté non. Dire que ce n'est pas un vote qui s'agrège, c'est le vote de parlementaires qui veulent tirer les conséquences des municipales. Vous voyez de quoi je parle. Que ce n'est pas un vote... M. Valls avait demandé de ne pas considérer ça comme un vote indicatif, mais que ça sera un vote décisif, pas un vote à blanc juste pour avoir une indication, une direction, un message, en expliquant que le résultat conditionnait la loi. On dit, c'est un résultat qui devrait conditionner la suite des opérations. Et puis vous connaissez son discours qui va rentrer dans l'histoire. Ceci est ma responsabilité, j'assume. Il a dit ça 10 fois. Crescendo, j'assume. J'assume le choix de la confiance qu'on lui a donné, ça fait 15 jours. Et puis le résultat est tombé, 265 votes pour, 232 contre, 67 abstentions, dont 41 au sein du groupe socialiste. Jean-Marc Germain qui s'est abstenu. Si nous avions voté pour ce soir, alors que tous les débats ont été clos, et puis tout est fini, et puis ça, et tout fait là, on a été obligé de voter contre. Laurent Baumel toujours aussi, qui s'est abstenu. Le gouvernement n'est pas sous surveillance. L'abstention est un besoin sur la politique du gouvernement. Les 40 continueront d'être vigilants. Alors, ma question, puis je vous laisse parler, avec un aiguillon de 40 socialistes comme ça dans son dos, ou ailleurs, est-ce que M. Valls est à l'aise, Nadia? Certainement, il est à l'aise. Moi, je suis le citoyen lambda qui attend juste devant ce qui va se passer pour ses impôts et globalement son niveau de vie. Ouais. Et ça sent pas bon. Donc, 1er mai passé, on aura d'autres manifestations.
Je pense que c'est pas fini. Oui, c'est pas fini. Ouais. C'est pas Là, fini. c'est pas tiré d'affaire. C'est le show qui veut ça. Donc là, on est à juste l'entame. Et puis, ça va être suivi d'un tas d'autres manifestations et avec forcément des arrangements, des modifications pour assainir enfin le système. Galion, Monsieur Galion, l'UMP, Christian Jacob, président du groupe, dit que c'est une fissure dans la majorité. Ce parti se délite. Christian Jacob. Parlant des socialistes, que tu aimes bien, tout le monde sait que tu es socialiste. Ça fait la 12e fois qu'il te le fait, celui-là. Et ouais. Il est habitué. Non, tu ne veux pas dire. Ouais. Non, je commence à être habitué. Ceci étant, tout à l'heure, on a droit à tout un numéro de malhonnêteté, de charge, etc. Donc, quand Mathieu, quand on a même baïta, fais attention à Crivo, parce que Allez, parle-nous de ton c'est pas parti. au tribunal, nous, Crivo. Parle-nous de ton parti socialiste. Est-ce que ton parti socialiste se délite Mon ou pas? parti s'appelle Galion. Oui, continue. D'accord. Bon. Pourquoi c'était la Martinique? Enfin, continue. Mon parti s'appelle Galion. Galion, il est où? Il est à Martinique. Non? Continue. Alors, est-ce que ce parti est foutu? Oui. Christian Jacob, UMP, qui n'a pas suggéré la crise Copé-Fillon, va parler le parti autre qui se délite. Il sait de quoi il parle. Bon. Il a peut-être une expérience des choses. Ceci étant, nous ne sommes pas au PS, nous sommes sur un positionnement de fond important entre un parti qui, le président de la République plutôt qu'à fixer une ligne social-démocrate alors qu'on ne l'attendait pas du tout dessus, il ne s'était pas engagé dessus, et d'autres au PS qui, eux, ayant cette doctrine socialiste nourrie par le marxisme bien ancré dans leur tête et ne comprenant pas un petit peu ce changement de cap, plutôt changement de route, pas forcément changement de cap, changement de route, ne comprennent pas et tiennent à manquer leur différence. Parce que le Parti socialiste historiquement est un parti qui n'a jamais été monolithique. Sans être membre, je connais l'histoire du PS, fais pas celui qui ne sait pas, espèce de faux frère. Mais je ne vais pas tout taquiner avec cette importance politique encore. Espèce de faux frère. Tout ça pour dire que oui, il y a toujours des débats au sein du Parti socialiste, mais il est évident qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale. Le PS a la majorité absolue des sièges. Mais cette majorité absolue, elle est de 3 sièges en plus. Cela veut dire que un Premier ministre qui, lui, lors de son discours politique général, obtient la confiance, donc la totalité, quasiment la majorité absolue avec son groupe. Même s'il y a quelques autres absolus, mais c'est beaucoup. Mais c'est avec son groupe. Là, de 7 ou 10, on passe à 41. Bon. Oui, c'est important. Et ceci étant, c'est un vote de confiance. À partir du moment où chacun savait qu'il avait déjà récupéré, il avait pu convaincre un certain nombre de contestataires qui, eux, finalement, ont voté la mise en route de ce pacte de responsabilité de tout son programme. Donc, cette fameuse réduction de 50 milliards, rappelons-le que le différentiel porte sur le poids de la réduction des charges que va supporter le citoyen. Mais attends. Eddy, il a fait des concessions énormes qui se chiffrent à des sommes importantes. Il a fait des concessions de bon sens pas énormes. Bon. Non. Tu me diras qu'il a mis la barre très haut parce que sachant qu'il y a des choses à ce niveau-là. Non, mais moi je suis chaque fois extrêmement amusé des commentaires de la presse nationale sur ce genre d'événement. Quand vous avez une majorité qui tient à 3 voix, majorité absolue, majorité absolue, une majorité à 3 voix, et que vous avez 41 bonhommes dans votre camp qui s'abstiennent, théoriquement, l'opposition vous bat. On est d'accord? Schématiquement, quand vous reprenez, vous enlevez 41, l'opposition plus les gens qui sont contre vous dans votre majorité globale, vous êtes perdant. Question. Pourquoi les gens de l'UMP n'ont pas réussi à battre Valls? Tout simplement parce qu'une bonne partie des centristes, et puis même un UMP, un type qui est ultra UMP, ultra dur, sarkozyste, est venu voter. Tout simplement parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'autre solution. Sarkozy a amené le déficit public de l'État français à 7,5% du PIB. Record historique. Ça n'est jamais arrivé. Ok? Là, on est remonté à 3. Ça va remonter à 3. Tous
remonter à -3, puisqu'on est à -7, donc ça remonte. Oui, ça remonte. Ça remonte. Parce qu'on est en dessous. On est dans l'eau. Mais non, on est en dessous, c'est comme la température. Donc, On a moins ça réchauffe un peu. On est dans la congélation. Ouais. Tous les argentiers mondiaux, tous les gens qui analysent à peu près professionnellement l'économie disent heureusement, sinon notre cas est dans une catastrophe. Il y a un pays, alors c'est extraordinaire, les médias français sont omnibulés par l'italien. Le nouveau Premier ministre italien. Je crois qu'il swing. Oui, mais swing sur quoi? Le type, il a déjà l'un des déficits les plus importants d'Europe. Il décide de financer 90 milliards par le déficit. L'Italie, c'est fini, c'est terminé. C'est un pari. Non, mais c'est un pari. Mais s'il fait la relance. Non, mais quelle relance? Il lâche 90 milliards dans l'économie en empruntant 90 milliards, alors qu'il n'est même pas capable aujourd'hui de rembourser sa dette. Qu'est-ce qu'on aurait dit de François Hollande s'il avait fait ça? En disant aux Français, écoutez les mecs, vous mangez, vous êtes bien, on va vous donner encore plus d'argent. On aurait dit, mais monsieur, vous menez le pays à la catastrophe. Là, le type, il dit, bon les mecs, arrêtons de faire des conneries, resserrons un peu les choses. S'il y a de la croissance, tant mieux, on va baisser les impôts, ok? Mais là, on ne peut pas. Et il y a des gens qui s'acharnent contre un Premier ministre qui va appliquer cette politique-là, alors que... Il y a juste une petite différence que Eddy n'a pas dit sur l'admiration subite pour le président du Conseil italien. C'est que contrairement à Valls et Hollande, lui, il a dit à la Commission européenne, votre barre de 3,5%, allez vous faire voir. Oui. Or, depuis 2 ans, Hollande, 1, et Hérault 2, et Valls 3, promettent à la Commission de ramener le déficit à la barre des 3,5% du PIB. Oui, mais eux, ils remontent, ils réduisent ce déficit, tandis que l'Italien a dit la chose suivante. Je ne peux pas. Non, mais je ne m'inscris pas dans votre politique. Voilà. Monsieur, moi, je vais m'endetter. Très bien. Mais quel est le dernier pays qui a fait ça? C'est juste un voisin de l'Italie, c'est la Grèce. Et après, il prend le téléphone pour crier l'Europe en disant les mecs, venez me sauver. On a 400 milliards de dettes à rembourser. Est-ce que vous pourriez nous prêter un tout petit peu? Eh bien, on a vu le résultat. La différence, c'est que la Grèce, c'est pas un pays fondateur historiquement de la communauté européenne. Et si l'Italie s'écroule, parce que ça va faire très mal. C'est évident qu'il y aura beaucoup qui vont. Ça va écrouler, ça risque d'écrouler tout l'édifice. Ceci étant, n'oublions pas qu'en Italie, même si ce n'était pas la question initiale, on est arrivé jusqu'en Italie, ça va bien. En Italie, il y a un groupe qui s'appelle le groupe des Étoiles, mené par un humoriste qui s'appelle Beppe Grillo, et que ce monsieur est un potomitan de l'équilibre démocratique et politique de l'Assemblée et du Sénat italien. Si quelque part on ne donne pas des gages, il n'y a pas ni Toto Rezzi, ni Toto Landa, il n'y a personne qui tient l'Italien obligé de partir aux élections. Ni Berlusconi. Voilà. Berlusconi, il est aux travaux de l'intérêt généraux maintenant. Il a ses forces qui sont quand même encore là. Donc pour revenir à 41, ben oui, à 41, ils vont se manifester régulièrement. Ceci étant, historiquement, sur le plan, il n'y a pas de si longtemps que c'était pas nouveau. Michel Rocard a présidé avec une majorité serrée. Il n'avait même pas la majorité absolue, c'est la majorité relative. Et qu'en réalité, chaque fois qu'il y avait une motion de censure, ou qu'il y avait un 49-3, ça passe à 2-3 voix, au point que je rappelle que nos députés d'outre-mer, une année, se sont fait insulter par des élus RPR d'époque de M. Bernard Ponce, parce qu'ils avaient voté, vous n'avez pas voté la motion de censure comme Michel Rocard. En parlant des élus d'outre-mer, alors le vote des élus d'outre-mer pour ce plan de stabilité, le conduit oui, naturellement, c'est les socialistes. Bruno Nestor Azero a voté oui. Il appartient au groupe Gauche Démocratie Républicaine, ainsi que Mme Gabrielle Serville de Guyane. Le groupe Monsieur Gabriel. Monsieur Gabriel Serville de Guyane. Non, monsieur qui est avec elle, mais comme ma fille s'appelle Gabrielle. Et puis je pense à ma fille avant de penser à toi, donc j'ai dit madame. Le groupe radical républicain, démocrate et progressiste avec Harry Chalus, le Guadeloupéen Thierry Robert. Non, Réunionnais. Thierry Robert.
Il y a d'ailleurs un parent qui est mort, Yann Robert, élu politique, qui est maire de Saint-Leu, je crois, qui est décédé à la Réunion. Ça fait un grand ramdam. Enfin, on s'en fout, on est loin. Bon. Le groupe UDI, deux députés. Non, mais on s'en fout. Non, ça nous importe pas de la même intensité que celui-ci. Puisqu'on est loin. Le groupe UDI, deux députés polynésiens, Jonas Tué, Jean-Paul Tuat. Le camp du non, on a fini avec le oui, le camp du non. 3 votes à droite, l'UMP Daniel Gibbs à Saint-Martin. À gauche, démocratie et comment s'appelle ce groupe? Union démocratique et républicaine. Quoi? Bon, bref, peu importe. La réunionnaise Huguette Bello. Ah non, ça c'est le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Et Alfred Marie-Jeanne. Avec Marie-Jeanne aussi. Bon. Alors, abstentionniste maintenant, 3 votes. Philippe Gomez de Nouvelle-Calédonie, Sonia Lagarde de Nouvelle-Calédonie et Jean-Philippe Nidor, qui n'a pas voté comme. Qui vote souvent différemment qu'Alfred Marie-Jeanne. C'est arrivé en 2 fois. Ça fait déjà le ça arrive de plus en plus. Ça arrive de plus en plus, c'est grave. Non, tu les comptes en fait. Les petites croix. Alors, donc, on passe à autre chose. On vient dans nos eaux, on vient à. À titre d'information. Donne l'information. Monsieur Lurel a été réélu. Président du conseil régional. Le conseil régional. Voilà, c'est ou pas. Voilà. Oui, il fallait s'y attendre. Non, mais bon. Oui. C'est une info. Avec la démission, absolument. L'info, voilà. Oui, parce qu'effectivement, il a pu lui faire dans sa commune, là, sa liste. Il aurait pu aussi être contesté maintenant, mais c'est le maître de Guadeloupe. Et face à lui, il aura donc désormais Madame Pinchard, puisque peut-être pas Madame Pinchard. Elle est conseillère régionale. Conseillère régionale. Elle est conseillère Marie-Louise Pinchard. Elle sera bientôt, j'y viens, elle sera bientôt maire de. Elle est maire. Elle est maire, elle a été élue maire. Ça y est, c'est fait. Ça y est. Parce que sa mère a démissionné. En cas, suivre Zakaba sanitaire de Tchécoslovaquie, Zakaba c'est Guadeloupe, je suis venu. Je compte sur vous. C'est ça, on est vigilant pour toi. Vous êtes mes fidèles lieutenants, vous C'est évident. Je vais m'aborder tout seul à décider l'information martiniquaise. Alors, elle a démissionné, c'est écrit, de son poste de maire pour laisser la place à sa fille, Marie-Louise Pinchard. Elle est à la tête, Madame maire, de l'agglomération du sud de Basse-Terre. Ça s'appelle la CASBT. Elle a expliqué qu'il fallait qu'elle réduise ses activités parce que c'était trop. Elle était allée à une première réunion, là, tout était chaud. D'abord une première réunion du conseil municipal. Il y a mon confrère Eslin qui est tombé après elle et puis une autre leader, c'était chaud. Elle a dit je reste là, je donne ça à ma fille et puis moi je vais m'occuper de la CASBT, enfin de la communauté des 10 communes du Nord. Notamment j'ai des choses à régler. Elle veut faire donc de ces 10 communes des communes d'histoire et de tradition, enfin des trucs comme ça. Bon, il faut toujours avoir un gimmick comme les musiciens. Mais surtout, elle veut, et le commentaire de ton collègue de France Antilles était excellent, elle veut surtout réparer l'adduction d'eau des terres de haut et terres de bas qui perdent 40 mètres cubes à l'heure. 40 mètres cubes à l'heure, ça fait beaucoup, depuis 5 ans. Et ton collègue de dire. Avec les longs ton collègue de France Antilles de dire il n'est jamais trop tard, pour bien faire ce qui n'a pas été fait très tôt, ce qui devait être fait très tôt. La formule était très belle. Vous progressez énormément. Vous écrivez bien, sans faute. France Antilles, bon journal. Il faut rappeler que le réseau d'eau martiniquais a un taux de fuite de 50%. J'ai informé M. Gagnon de ça. 48. J'ai informé M. Gagnon de ça. Tout à fait. Et M. Gagnon, je lui ai demandé qu'il a de nombreux journalistes qui sont très occupés à des choses culturelles et autres, de les mettre sur ce dossier-là, parce que nous, Antilles, on n'a pas les moyens, et M. Gagnon n'a rien fait. Non, monsieur. D'enquêter. C'est simple. Non, mais il faut aller voir les différents fermiers, leur dire combien d'eau vous travaillez, combien d'eau vous vendez, où est la différence. Parce que nous, on paie la différence. Il y a une première enquête qui avait été faite il y a quelques temps de ça, justement. Il y avait la problématique de ces fuites d'eau de réseaux qui ne sont pas entretenus, qui sont défaillants, voire très vieillots, avait été soulignée. Certainement qu'on va le refaire, parce que comme monsieur Cher-Ami nous avait suggéré ça, non pas à moi, mais aussi à mon rédacteur en chef, oui, c'était quelque chose qu'on va regarder, qu'on va voir. Mais malheureusement, cette phyto, je crois beaucoup de consommateurs, beaucoup d'usagers en sont victimes tous les jours. Il y a des coupures, quand on voit de l'eau couler dans la rue, c'est évident, c'est pas un robinet ouvert. Cette eau qui coule dans la rue, c'est une eau que nous payons. Oui, tout à fait. Est-ce qu'elle a été traitée en période de crise? On a mis des produits là-dedans, on a payé des salaires, on a mis... de toute façon, elle est facturée à partir du moment où elle est facturée à la collectivité, elle est mise dans les tuyaux. Dans les tuyaux. Terminé.
C'est pas normal. C'est pas Non, normal. mais ils ont. Enfin, si tu demandes à Gabriel de faire des dossiers, il en a des tonnes à faire, hein, parce que il y a l'eau. Par exemple, posons une petite question simple. Il y a des stations d'épuration. Les boues des stations d'épuration, question, elles vont où aujourd'hui que le centre d'enfouissement technique de la trompeuse est fermé, elles vont où? Bonne question. Etc. Je veux pas savoir. Il vaut mieux pas que tu saches. Hein. Il y a le centre dans le nord. Là, non, ils mettent à Céron au sud, mais Céron n'est pas prêt pour accueillir ces choses. Oui. Alors pour finir avec notre amie Lucette, elle a dit j'ai formé des hommes politiques, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas mettre et puis je remplace le ministre, moi par notre ministre, ma fille. Voilà, très bien. Je trouve qu'une stratégie, voilà une stratégie politique bien pensée et bien menée. Ça on appréciera ou pas. Non, mais tu sais qu'il vaut mieux pas qu'il y ait eu un zapping entre le moment où tu as commencé à parler et le moment où tu as fini. Parce qu'il y a des gens qui pourraient te prendre au sérieux, méfie-toi. Voilà une stratégie politique rondement menée. Excellent. Bon, fais-nous peur. Tu accrédites totalement ce comportement. Tu le soutiens. Oui, tu es tout à fait d'accord. J'ai déjà vu ça quelque part. Bon, très rapidement, bonne nouvelle. La tour de la Pointe-Simon est ouverte, elle est occupée. 3 entreprises. Elle sera occupée. Et alors, moi, il y a un truc qui m'épate. Je vais quand même donner les éléments du dossier pendant quelques minutes, et puis je vais poser la question clé. Il faudra que Marajo y réponde. Le projet, vous le savez, c'était un hôtel, qui finalement a été choisi, Novotel, 4 étoiles. Alors ça traîne un petit peu pour des demandes de fisc et tout ça, je veux bien. Il y a une tour Lumina, et puis une quarantaine de commerces au pied, ok, on continue, et puis il y a des appartements de standing moyen, ils disent, mais moi je dis grand standing. Et pour l'instant, il y a un étage occupé, 16e étage, avec des appartements, et puis il y a des toubibs qui vont s'installer au premier ou au second étage, enfin on s'en fout, qui vont arriver bientôt au mois d'avril, au mois de mai. Et puis il y a un promoteur qui est arrivé, qui est principalement la société d'assurance Le Guardian, qui opère en pays néerlandais et anglais, et qui nous dit, moi je suis le seul survivant, tous les autres ont fait faillite, et si je peux être là, c'est parce que je suis une compagnie d'assurance sérieuse, il précise qu'il fait des investissements avec les paiements des cotisations de mes membres, enfin, les paiements des polices d'assurance de mes membres. Il précise ça. Pourquoi? Enfin, il le dit, et c'est dans ton journal. Ton journal, c'est une bonne référence. Il le dit, le journaliste note ça. De façon très subliminale, il note que l'argent vient des cotisations d'assurance. Il dit, bon, va la question essentielle, c'est bon. Je continue. Et puis on apprend que l'affaire marche très bien. On apprend qu'en tous les cas, mais malgré tout, ils sont venus, ils ont fractionné les étages, ils ont adapté les prix, et que les prix ne seront pas ceux de l'investissement. Autrement dit, ce sont des businessmen. C'est une compagnie d'assurance internationale qui a pris les cotisations de ses membres, qui a fait un immeuble qui a coûté un certain prix et qui sera revendu à perte. À perte. Dans quel modèle économique ça existe? Pif. Ta réponse, Nadia. Pif. Ici, Dans quel modèle économique ça existe? La réponse dans le dernier. Alors, non, je ne suis pas trop méchant. Hein. Non, je ne vais pas être méchant. Allons très clairement. Fais court. On va faire court. Ils ont perdu énormément d'argent, donc ils ont pris ces sommes, ces pertes, ils les ont provisionnées. Donc ça veut dire qu'ils ont diminué leurs bénéfices à Trinidad et donc ils n'ont pas payé d'impôts. Donc en fait, ils ont déjà globalement épongé ces pertes et ils vont probablement vendre pour, comme tu le disais, à perte ou pour une bouchée de pain, non seulement à l'intérieur, mais carrément les 3 édifices. C'est déjà prévu, dans les semaines qui viennent, c'est fini. Voilà. C'est clair. Mais il faut qu'on ait un tas d'investisseurs comme ça. Ah mais ils vont nous faire un cadeau de trucs comme ça. Il faut que tout le monde vienne faire ça. C'est pas des investisseurs comme ça, espèce de malparlant. C'est investissez à la Martinique, voilà le modèle qui vous attend. Mais, Gérard. Tu crois que ces gens-là, il faut leur dire ça, qu'ils ne savent pas? Les gens veulent mettre l'argent là, mettre une tour. Il y aura un deuxième qui va faire. Oui, non mais celui-là, en le mettant, on ne savait pas que ça donnerait ça sur une baie qui n'a pas été rénovée, un TSCP qui est loin d'arriver, un front de mer Texaco qui est glauque, etc. Un TSCP qui va arriver là. Oui, d'accord, mais enfin, il n'y a pas le choix. Tu mets ça avant, tu mettras un nouveau hôtel 4 étoiles sous fond de ghetto et sous fond de texte, c'est bien joli. Mais non, je ne vois pas pourquoi tu dis sévère. Je ne suis pas sévère. Non, mais quand le projet a été monté, personne n'a crié au scandale. Hein.
Ok. Il faut quand même Je me trompe. Il faut quand même rappeler que toutes les opérations de défiscalisation dans le logement collectif privé, toutes les résidences qu'on voit là, c'est des opérations de défiscalisation à perte. Puisque les gens qui ont acheté les logements savent très bien qu'eux, ils ne vont pas pouvoir le revendre aussi cher, sinon plus cher qu'ils l'ont payé. Deux, que le montant des loyers qu'ils peuvent obtenir est largement inférieur à ce qu'on leur avait dit qu'ils allaient obtenir. Donc ils ont perdu de l'argent. Donc la totalité des opérations est à perte. Le problème, c'est qu'il y a bien des gens qui ont gagné de l'argent sur ces opérations. C'est ça que je voulais que l'on dise. Il y a quelqu'un qui a gagné de l'argent. Mais de toute façon. alors là, qui a gagné? Ce sont les gens qui ont mis de l'argent au départ. Peut-être que l'argent qu'ils mettaient au départ n'avait pas la même valeur que celui qu'ils vont retirer aujourd'hui. Parce que quand vous mettez de l'argent qui vous a coûté 5 et que vous en tirez 2 et que vous en tirez qui vous a coûté 5 et que vous en tirez 7, vous avez gagné beaucoup d'argent. Hein. Ah bon? Le coût de l'argent de départ est probablement largement inférieur à la... Je pense qu'il y aura une marge, en dépit des il y a déjà une marge considérable, puisque ça a été... Vous pensez que celui qui nous regarde là va comprendre les choses? Oui, il va comprendre. Il va comprendre qu'il y a un loup. Il va comprendre qu'il y a un loup dans cette histoire-là. J'ai l'impression que s'il va comprendre, il n'a pas attendu de savoir ce soir qu'il y a un loup. Oui, il a lu Fonsantille. Mais dans Fonsantille, il n'y a pas de loup. Dans Fonsantille, il n'y a pas de loup. Dans Fonsantille, il y a une adaptation des prix. La semaine dernière, il y a longtemps, donc c'est là, on va pas refaire le film. Là. Il y a une adaptation des prix, il y a une restructuration, il y a des efforts d'humanisme faits par le promoteur. Il y a un gros cœur. C'est pas plus simple de dire ça, l'opération qui est arrivée au très mauvais moment. Alors, en tous les cas, oui, c'est tout, c'est ça, c'est les choses de la vie. Il est gentil. En tous les cas, moi, j'ai compris que c'est un projet qui s'inscrit dans le développement de Fort-de-France, dans la mesure où c'est une nouvelle donne, une nouvelle donne touristique. C'est là que c'est écrit. C'est une nouvelle donne touristique. C'est une nouvelle... Tu cites un magazine là. Je cite un magazine. Ouais. Un journal. Je pensais que je ne vais pas dire des conneries comme ça, que c'est qu'une tour énorme qui est comme une verrue sur un nez va être une nouvelle donne économique d'une petite ville néocoloniale avec des maisons basses, équilibrées, tout ça. Bon. En tous les cas, revenons à des choses plus concrètes. C'est la visite de personnes qui sont venues visiter les installations contre le traitement du cancer, Clarac, le centre d'oncologie de Clarac, qui ont constaté que c'est de haut niveau, les installations sont très bien, mais que je fais vite parce que déjà ça clignote, mais qu'il nous manque ici un appareil qui s'appelle un TEP scanner, c'est ça, qui est un appareil qui coûte quelques millions d'euros, 3-4 millions d'euros, 11 millions d'euros, et qui permet d'être très précis dans le traitement des gens atteints du cancer. Avant le cancer, pendant le cancer, après le cancer, ça limite les chimiothérapies ou la projection de rayons inutiles. Sur la détection. La détection. Et pendant le traitement, ce que j'ai discuté avec l'un des médecins qui m'a dit que c'est un outil extraordinaire. Mais l'information que je vous donne, c'est que l'AMENA avait déjà eu 2 fois le budget pour cet appareil. C'est notre rôle, hein, on dit des choses méchantes. Faut dire. A déjà eu 2 fois le budget pour cet appareil qu'il a utilisé, que le conseil d'administration de l'AMENA a utilisé ces sommes pour autre chose, qui sont plus crédibles, qui ne peuvent plus demander les choses. Mais que, fort heureusement, M. Letchimy a accepté de prendre le dossier en main. Respect. Et qu'il va mettre de tout son poids et des finances de la région pour obtenir cet appareil, pour soigner les cancéreux, qui sont déjà ici beaucoup mieux lotis qu'en Guadeloupe, où le système médical, j'ai appris ça aussi, et finalement a été livré complètement au secteur privé. Ouais. En Guadeloupe, le public est complètement défaillant, et ce sont les cliniques privées qui ont l'appareillage, l'outillage le plus perfectionné. Vous avez un mot à dire là-dessus, parce que vous allez tous y passer. Hein. 2 sur 3, alors 2, Joé, tu auras, pas gagnant, il ne fume pas, il ne boit pas. 1500 cas nouveaux chaque année. Oui. 3e facteur de mortalité. Enfin bon, c'est la maladie d'avenir, quoi. Oui, mais qu'on arrive de plus en plus à soigner, oui. À condition qu'on y mette des moyens. Les taux de guérison sont de plus en plus importants.
Parce que aussi les personnes atteintes, donc ce sont des personnes la plupart en activité maintenant, donc ça veut dire des personnes qui sont plus jeunes qu'avant. Ouais. Et c'est vrai qu'avec l'amélioration des traitements, ce sont des personnes dont la vie n'est pas finie, qui continuent. C'est clair qu'avoir un cancer à 40 ans, c'est plutôt une moins mauvaise nouvelle qu'en avoir à 75 ans. Parce qu'à 75 ans, je ne crois pas que le système... Et ça, je pense qu'il faut qu'on le dise ici. Je suis persuadé, avec tous les témoignages qu'on reçoit, que le système de santé martiniquais n'est pas du tout favorable aux personnes du 3e ou du 4e âge. Je crois même que, et nous qui avons travaillé un peu avec l'agence, l'ARS là-dessus, on a même l'impression que ces gens sont abandonnés totalement par le système de soins. Et là, il y a une vraie réflexion. C'est la santé. La Martinique est le département le plus âgé, qui à terme, en 2040, 40% de la population aura plus de 60 ans. Qu'est-ce qu'on fait de la santé des gens de plus de 75 ans, de 80 ans? J'ai l'impression que ce ne sont pas les mieux soignés de notre population. Ta position, Galion? Il me semble qu'il y a ce qui s'appelle le serment d'Hippocrate. C'est la théorie. Oui. Non, mais dans ce qu'il dit, moi, j'atteste. Au-delà de 85. Tu vas mourir. Non, rentrer chez lui. Pas la peine. C'est pas la peine. Rentrer chez lui, c'est pas la peine. Tu vas mourir dans des conditions. C'est agréable pour le malade et c'est encore plus agréable pour la famille. Vous rentrez chez vous, c'est pas grave. Faut arrêter. On va peut-être rappeler que si Michel fait un serment d'Hippocrate, il me semble que le serment d'Hippocrate, je vais être dur là, je vais aller très violemment. Ça va nous changer là. Le serment d'Hippocrate, on a su le mettre en avant au moment de la Seconde Guerre mondiale. Il ne faudrait pas qu'on l'oublie aujourd'hui en 2014. Où la démographie change, ou la structure, mais les principes restent les mêmes. Ou alors, si vous n'êtes pas capable de respecter, pas faire médecine, allez faire le bail. Oui, c'est le système en son entier. Eh bien, il me semble que le médecin a le droit. La parole du médecin vaut beaucoup plus que la parole de l'administratif. D'accord? Je suis médecin. Il me semble que si il y a quelques personnes que je soigne, l'administration va me dire oui, mais ça va nous coûter. Je dis va te faire voir ailleurs. Non, le système dont tu parles, c'est quand même un malade et un patient qui sont au cœur et qui doivent faire fonctionner le système. Ça va peut-être s'améliorer. Ce que je veux dire va peut-être choquer certains, mais ça va peut-être s'améliorer quand, comme l'Australie, on va reporter l'âge de la retraite à 70 ans. Ah, c'est comme ça. Là, on va gagner. Ben oui. Oh là, très bien. On va me soigner puisqu'on sera encore actif. Vous pouvez mettre moins de mots puisque vous l'arrêtez. Monsieur, ce mot est tellement plus fort que j'arrête l'émission, c'est l'heure. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Merci les gars.